Le luxe avait ses règles, la rue les siennes. Ce soir-là, elles se sont heurtées sur une piste de danse. Sous les lustres, la salle du palais hôtelier brillait comme une page d'argent. Les nappes immaculées, les couverts alignés, les murmures maîtrisés, tout à l'intérieur obéissait à une chorégraphie de contrôle. Les invités portèrent des masques de bonne humeur, sourires polis, verres levés, discours calculés. Au centre, un piano jetait des notes claires qui semblaient polir l'air. Dans l'ombre, une petite main sale traçait le bord d'un canapé, effleurait une étoffe, cherchait un appui. Elle appartenait à une fillette d'une dizaine d'années qui n'avait pas de nom sur une liste d'invités. Livia connaissait la nuit comme d'autres connaissent une maison. Où se cacher, qu'enfuir, comment compter ses pas pour ne pas croiser des dangers plus grands que sa faim. Elle n'avait pas appris à se présenter, elle avait appris à disparaître. Elle entra sans bruit, la robe trop longue d'une femme pendue sur son bras, une poche volée, un regard qui n'avait pas l'habitude d'être regardé en retour. Rien dans son attitude ne cherchait la pitié. Elle avançait avec la prudence de qui a grandi à l'écart des autres règles. Elle avait un petit carnet usé, serré contre sa poitrine, un caderneau où elle griffonnait des visages, des mains, des gestes. C'était son façon d'exister, de dire « j'étais là ». Daniel était là aussi, mais il était ailleurs. Fils d'Antonio Montenegro, 10 ans, il vivait séparé par un rideau invisible que même les meilleurs intendants ne savaient franchir. La timidité n'explique pas tout. Il avait des manières à lui de regarder le monde, des routines qui le rassuraient, des gestes répétitifs qui rythmaient son silence. La musique ne le gênait pas. Souvent, elle était la seule chose capable de faire glisser une lumière à l'intérieur de lui. Quand leurs regards se croisèrent, ce ne fut pas un échange de mots, il n'y eut pas besoin de phrases. Dans une salle pleine d'adultes préoccupés par leur propre image, 2 enfants se reconnurent par l'évidence d'un instant. Livia glissa sur la piste comme on franchit un seuil. Daniel la regarda d'abord comme on observe un élément incongru dans un tableau familier. Puis il se leva, guidé par une impulsion que ni l'un ni l'autre ne mesuraient encore. Il posa sa main dans la sienne. Ce contact minuscule fit basculer quelque chose. Les mains se cherchaient, hésitèrent, puis trouvèrent un rythme commun. Ils ne dansaient pas pour la foule. Ils dansaient l'un pour l'autre, une danse sans chorégraphie, faite de balancements, de regards qui découvrent la présence d'un autre être humain et décident de lui répondre. La musique sembla ralentir. Les conversations s'éteignirent comme si quelqu'un avait coupé un fil. Le piano joua une note unique et suffisante. Les regards se tournèrent, d'abord curieux, puis incertains. Sur le visage d'Antonio, quelque chose se fissura. Il était connu pour la froideur professionnelle, les décisions tranchantes, la capacité d'oublier en une journée des noms et des visages. Pourtant, ce soir, le spectacle d'un enfant qui tend la main à une fillette inconnue muda l'air autour de lui. Il se leva sans se presser, comme attiré par une force qu'il ne souhaitait pas comprendre. Il ne cria pas, n'ordonna pas. Mais la salle, comme une mère obéissante, s'écarta pour le laisser passer. Quand il arriva au bord de la piste, il ne vit plus les habits chers, ni les convives, ni les caméras qui s'extasiaient déjà. Il ne vit que la main de son fils dans celle d'une fille de la rue. « Faites-la venir », dit-il d'une voix qui n'avait rien de sa routine habituelle. Le ton n'appelait pas la négociation. Les serveurs, accoutumés à obéir, s'exécutèrent. On parla bas, on força la fillette à s'éloigner du piano, on la guida vers l'estrade où Antonio se tenait désormais au centre de la scène, mais pas pour discours. Les lumières, ces mêmes lumières qui jusqu'alors avaient sanctifié les riches, braquèrent la pauvre comme si on éclairait un insecte. Il y eut un silence presque sacré quand il prit la parole. Non pour célébrer une entreprise, mais pour nommer l'évidence que personne n'avait voulu voir. « Elle restera avec nous », dit-il. Les mots tombèrent net dans la salle, et il n'y eut pas d'applaudissements. Il n'y eut que des respirations heurtées, des téléphones qui se levaient, des journalistes qui ressortaient déjà leur vocabulaire de sensations. Ce n'était pas une formule administrative, c'était une décision exposée sous les projecteurs. Pour certains invités,
c'était une manœuvre spectaculaire. Pour d'autres, un scandale. Pour la fillette, c'était la première fois qu'un homme puissant s'adressait à elle comme si elle comptait. Rester jusqu'à la fin pour comprendre comment un geste a tout changé. La phrase fit l'effet d'un cordon invisible. En quelques secondes, le lieu entier se transforma en une scène publique. Des caméras captèrent le visage de Livia, humide de peur et de stupeur. Des téléscripteurs allumèrent la machine du buzz. On se demanda s'il s'agissait d'un acte spontané ou d'une mise en scène, si Antonio cherchait à laver un malaise ou à acheter un regard. Les opinions se formèrent avant même que la légalité ne s'en mêle. Dans les couloirs du service juridique du groupe Montenegro, le téléphone sonna longuement. Vicente, le directeur juridique, prit l'appel en pleine nuit. La conscience alourdie par la certitude que la communication publique allait désormais dicter l'agenda privé de son patron. Il savait que le geste d'Antonio déclenchait des obligations qui ne se dissolvaient pas dans un communiqué de presse. Adoption, tutelle, mesures provisoires, il y avait des procédures lentes, des évaluations, des rapports d'assistance sociale à produire. On ne pouvait pas transformer une décision émotionnelle en acte juridique instantané, même si l'émotion commandait l'agenda des caméras. Le lendemain matin, les gros titres, les émissions, les commentaires affluèrent. L'enfant des rues adopté par le milliardaire, coup médiatico, le geste d'un père, l'audace d'un pont. Les ONG locales enjoignirent la prudence. Elles applaudirent la volonté d'aider, mais rappelèrent la nécessité d'un accompagnement adapté, de respect des droits de l'enfant. Certains députés s'emparèrent de l'affaire pour dénoncer l'usage politique possible d'un geste humain, d'autres y virent l'occasion de pousser des lois plus protectrices. À la maison Montenegro, la première nuit après le gala fut une succession d'instants maladroits. Livia fut conduite à une chambre du 3e étage, non pas dans la suite d'apparat, mais dans une pièce modeste, aménagée pour un invité inattendu. On lui donna une couverture propre, un dîner qu'elle accepta avec la même prudence qu'un acte de survie. Elle refusait qu'on la réduise à une étiquette. Quand quelqu'un prononçait les mots « adopter », elle baissait les yeux comme si on l'accusait d'avoir commis un vœu. Elle tenait son carnet serré contre elle comme une armure. Daniel observa tout depuis son fauteuil préféré, situé près de la fenêtre. Sa routine fut interrompue. On avait changé l'équilibre des objets familiers. Il se contenta d'être présent, laissant la musique, ou parfois le silence, franchir les distances. Les premiers gestes entre lui et Livia furent hésitants, faits de petites tentatives. Un jouet posé sur la table, un regard qui dure un peu plus longtemps. Pas de paroles imposées, seulement des explorations. Antonio, lui, ne sut comment habiter cette parenté nouvelle. Toute sa vie, il avait réglé problèmes comme s'il s'agissait de chiffres. Il avait mesuré risques, optimisé ressources, calculé retours. Les nuits, jadis, il les passait à relire bilan. Cette nuit-là, il regarda le visage d'un garçon qui n'était pas le fruit de ses affaires, mais le fil le plus fragile de sa propre humanité. Il se surprit à lire dans le carnet de Livia des traits, des yeux, des mains, et à se demander d'où venaient ces croquis qui lui parlaient plus que n'importe quel rapport. Il y eut des visites disciplinées, la directrice d'un service social, un psychologue pour enfants, une orthophoniste qui prit note des gestes de Daniel. Il recommandait précaution, se basèrent sur des protocoles. Évaluer le besoin d'un suivi, mesurer l'attachement, organiser des rencontres sous supervision. On parla de procédures de mise sous tutelle provisoire, le temps d'évaluer la situation. Vicente posa des conditions. Un engagement public documenté, un suivi par des services reconnus, des garanties pour que la décision ne se transforme pas en simple posture médiatique. Antonio acquiesça en silence. Il comprit qu'annoncer n'était que la première étape d'un long chantier. Paradoxalement, la maison qui avait semblé si froide la veille devint un lieu d'épreuves et de petites misères humaines. Le personnel regardait la fillette avec une curiosité presque coupable. Certains l'accueillirent avec réticence, d'autres avec une bienveillance contrainte. On demanda à Livia de parler, d'expliquer son nom. Elle hocha la tête, puis sut que les réponses n'étaient pas sans conséquences. Elle avait appris à ne pas donner d'explications inutiles. Mais elle n'aimait pas le silence pesant qui suivait les questions.
La première fois qu'elle parla, ce fut pour corriger la prononciation d'un serveur qui lui offrait un biscuit. Sa voix était petite, mais ferme. Elle n'acceptait pas la compassion comme monnaie d'échange. Elle demandait la dignité. « Je m'appelle Livia », dit-elle simplement. Ce n'était pas une supplique, c'était un acte de reconnaissance. Le garçon à côté d'elle, Daniel, répéta le nom d'une manière qui ressemblait à un écho doux. Il avait prononcé des syllabes auparavant, mais rarement pour nommer une autre personne. La presse s'empara du geste sans attendre les formalités. Les réseaux sociaux, par leur immédiateté, créèrent deux camps. Ceux qui voyaient en Antonio un père inspiré, ceux qui le traitaient de cynique. Des collectifs de défense de l'enfance publièrent des messages prudents, demandant des garanties que l'intérêt supérieur de l'enfant serait respecté. Certains commentateurs réduisirent tout à un spectacle. D'autres y trouvèrent une chance de réveiller la conscience publique. Dans les bureaux calmes de l'avocat, Vicente rédigeait des notes, envoyait des courriels, contactait des juges de la famille. Il savait que l'ombre d'un procès ou d'une annulation pouvait hanter l'élan spontané. Il fallait encadrer légalement la présence de Livia dans la maison. Mettre en place une tutelle provisoire, solliciter des rapports des services sociaux, prévoir un plan éducatif et médical adapté à Daniel et à l'enfant. La légalité pour lui n'était pas une entrave mais un filet. Elle protégeait notamment l'autonomie de la fillette, pour qu'on ne puisse pas plus tard évoquer un acte de captation. Le bruit extérieur n'éteignit pas l'apprentissage du quotidien. Les petits gestes prirent sens. L'homme qui, autrefois, refusait la proximité physique, surprit son fils en lui posant une main sur l'épaule sans calcul. Ce fut un geste maladroit, peut-être maladroit même pour lui-même, mais sincère. Daniel répondit en retirant sa main puis en la reposant, comme on teste la température d'un nouveau bain. Livia fit preuve d'une étonnante résilience. Elle s'appropria la bibliothèque du salon à sa façon, ne lisant pas les titres des livres, mais observant leur couverture, griffonnant dans son carnet des silhouettes prises au vol. Elle refusa qu'on lui colle une étiquette de victime. Son regard avait appris à jauger les intentions. Il craignait l'illusion d'un monde qui se voudrait généreux sans comprendre. Les premiers jours furent aussi des leçons d'humilité pour Antonio. Les finances, la réputation et l'influence ne commandent pas les cœurs. Il entendit, plusieurs fois, des phrases qu'il n'avait pas prévues. « Vous ne pouvez pas racheter une vie », lancèrent des critiques. « Ce geste devrait être privé », dirent d'autres. Il apprit à accepter que chaque décision publique génère une controverse. Mais il décida de continuer, non pour l'image, mais parce que la main de son fils tenue par une fillette l'avait fait sentir autrement. Il ne saurait aujourd'hui se contenter d'un simple don. Il commença à imaginer autre chose, un lieu où l'on reconnaîtrait la valeur de chaque enfant, quelle que soit son origine. Il évoqua l'idée à quelques proches, une fondation, un centre d'inclusion artistique, des programmes d'accompagnement pour enfants vulnérables et familles en difficulté. Vicente fronça les sourcils. Plus on mêle public et privé, plus on s'expose. Mais l'idée était née. Elle avait une force qui ne se réduisait pas à une opération de communication. Elle venait de l'expérience brute d'un instant précieux. Dans la rue, où le monde connaissait les règles de la survie, les nouvelles circulèrent comme d'habitude, sans filtre, sans nuance. Ceux qui avaient connu Livia la reconnurent sur une photo et se divisèrent. La maison qui autrefois représentait la distance devint, aux yeux de certains, une promesse possible. D'autres y virent une trahison du milieu, un enfant arraché à la communauté. Les voix de la rue exigèrent d'être entendues, non comme témoignage d'une tragédie, mais comme revendication d'autonomie. Le carnet de Livia continuait d'être son refuge. Une nuit, elle dessina la scène du gala avec une sobriété qui fit vaciller certains. Les traits étaient nets, les mains jointes, la lumière figée. Elle y grava aussi le visage d'Antonio, sans chercher la colère ni la courtoisie. Elle dessinait les choses comme elles étaient vues, sans jugement. La maison, cependant, n'effaça pas l'ombre de son passé. Les cauchemars revenaient parfois, la poussant à se réveiller en sursaut. Elle gardait la pulsera artisanale,
un bracelet en fil, comme un objet sacré. On ne le lui avait pas offert. Elle l'avait échangé contre une portion de pain. Le bracelet restait un lien ténu avec ce qu'elle avait été. Quand on lui proposa une chaîne coûteuse, elle refusa. La valeur d'un objet n'était pas ce qui la définissait. À l'extérieur, le monde politique se saisit de l'affaire. Un ministre parla d'initiative responsable. Un opposant parla d'image. Des commentaires sur la place du privé face à l'État s'en mêlèrent. Les ONG demandèrent que la protection de l'enfant soit garantie par des professionnels indépendants et non par des arrangements privés. Antonio prit note. Ces décisions ne sauraient volontairement contourner l'institutionnel. Au contraire, il devait lier son impulsion à des partenaires sérieux. Dans la cuisine, une jeune secrétaire, Martha, devint l'un des ponts entre le personnel et l'intruse. Elle apportait des repas, expliquait le fonctionnement de la maison sans condescendance, écoutait les silences de la fillette. Martha la traitait d'abord comme un humain, puis comme une amie potentielle. Elle lui raconta sans moralisme les histoires de sa propre enfance, comment elle avait quitté sa ville, travaillé de nuit, économisé pour se former. Livia écouta, non pour se faire consoler, mais pour apprendre qu'il y avait d'autres voies. Martha proposa aussi de l'inscrire à un atelier de dessin mais sans insistance. La fillette devait choisir. Les jours s'égrenaient en rendez-vous, en écho médiatique, en procédure. On fit venir une éducatrice spécialisée pour accompagner la transition de l'enfant. On organisa une évaluation de Daniel, conformément aux recommandations des spécialistes. Les interventions proposées n'avaient rien de miraculeux. Orthophonie pour travailler certains sons, stratégie sensorielle pour apaiser les peurs, routine adaptée pour aider à structurer les journées. On expliqua que le progrès se mesurerait en petits pas, non en grandes promesses. Il y eut des moments de vraie présence, parfois presque banals. Un dîner où Daniel toucha un morceau de pain sans l'arracher comme on s'accapare une ressource rare. Une soirée où Livia montra un dessin qu'elle avait fait et où quelqu'un, pour la première fois, le suspendit au mur du salon. Ces gestes, minces mais concrets, tissèrent une confiance fragile. Pour Antonio, la transformation n'était pas nette ni totale. Il continuait à gérer ses entreprises, à signer des contrats, à recevoir des rapports. Mais dans certains silences, il essayait d'apprendre à tenir compte d'un rythme qui n'était pas celui des bilans. Il n'y avait pas de repentir spectaculaire, il y avait plutôt une décision d'être présent, même lorsque la présence coûtait en image et en confort. La nuit où il accepta finalement de signer, sous la surveillance du conseil juridique, une demande de tutelle provisoire, accompagnée d'un plan d'accompagnement, il le fit comme on met une pierre sur un chantier dont on espère qu'il deviendra maison. Les papiers officiels ne faisaient pas de promesses sentimentales, ils dessinaient un cadre. Vicente apposa sa signature avec un air grave. Il savait que la loi protège, mais que le cœur humain impose sa propre vitesse. La fillette regarda l'encre séchée et crut, pour un instant, à la magie de l'écriture. Cette nuit-là, elle ne dormit pas sur le seuil de la porte comme auparavant. Elle dormit sous une couverture qui n'avait pas la même odeur que la rue, mais elle garda la pulséra près de son oreiller. Daniel, dans la chambre voisine, resta éveillé plus longtemps qu'à l'habitude, comme si l'arrivée de quelqu'un de nouveau demandait une vigilance renouvelée. Le matin suivant, la ville ne fut plus la même qu'avant le gala. Les conversations avaient changé de ton. L'affaire avait mis en lumière d'autres enfants invisibles, d'autres visages non comptabilisés. Certains politiques proposèrent des mesures pour repenser l'accompagnement des enfants en situation de vulnérabilité. D'autres préféraient la spectacle, le branding, la récupération. Livia et Daniel, quant à eux, ignoraient ces joutes. Ils apprenaient à nouer un rapport fondé sur des gestes simples, partager un jus, regarder ensemble une fenêtre, répéter un mot. La maison qui avait semblé un château se transforma lentement, non seulement parce qu'elle offrait des lits et des repas, mais parce que quelqu'un, pour la première fois depuis longtemps, prit la peine de voir. La transformation n'était pas achevée,
Elle venait à tâtons, elle laissait des traces, des complices, des oppositions, des obligations légales, mais l'étincelle qui avait jailli sur la piste de danse s'était imprimée en profondeur. Antonio savait qu'il ne pourrait revenir en arrière, il n'en avait pas la volonté. Il savait aussi que l'héroïsme d'un instant ne saurait remplacer le travail patient d'une vie. Au dehors, des voix continuaient de s'élever. On traitait la décision de impulsive, de opportuniste, de émotive. On oubliait parfois que derrière le geste médiatique se tenait un garçon qui, pour la première fois, avait choisi de tenir la main d'un autre enfant. On oubliait parfois que pour certains, la visibilité était un instrument dangereux. Mais il était déjà trop tard pour certains regrets. Le cours des jours avait changé. Un soir, quelque temps après l'annonce, Antonio entra dans le salon et trouva les deux enfants assis côte à côte, le carnet de Livia posé entre eux. Ils avaient collé dessus des bouts de tickets, des dessins, des mots. Daniel feignait d'être occupé à classer des images. En réalité, il apprenait à rester proche d'un autre être. Antonio se surprit à sourire, petit, involontaire, à voir l'évidence d'un lien qui n'avait pas demandé l'aval des avocats, ni l'écho des chaînes. Il s'assit sans être invité, regarda le carnet, et pour la première fois depuis longtemps, il ne chercha pas à en retirer un bénéfice. La suite promettait d'être longue. Il y avait des juges à convaincre, des experts à consulter, des communautés à rassurer, et une fillette qui préférait dessiner son avenir plutôt que de l'entendre promettre. Mais quelque chose d'essentiel venait d'être posé. Une main avait été tendue, une main avait été prise, et le monde avait observé ce contact. Ce n'était pas un miracle, c'était le commencement d'un chantier humain. Les serviettes froissées, les fauteuils déplacés, les rapports signés, tout cela se mêlait désormais à un carnet de croquis. Et dans ces pages, la première image dessina la scène du piano. La main tendue, le moment où la vie de 3 personnes fit une volte en 1 seconde. L'histoire ne s'achevait pas là. Elle n'en était qu'au seuil. Mais dans cette attente, chacun des personnages commença à comprendre qu'un geste, même maladroit, peut imposer une nouvelle manière d'être au monde. Les mois qui suivirent prirent la forme d'un lent travail de couture, points serrés, ajustements, parfois découpes nécessaires pour que le tissu tienne. La décision annoncée sous les projecteurs ne suffisait pas à transformer une vie. Elle avait ouvert une porte, et derrière cette porte, il fallut franchir des couloirs administratifs, accepter des rendez-vous qui humiliaient parfois, soutenir des examens qui ne cherchaient pas à juger, mais à comprendre. Vicente passa ses journées entre tribunaux, dossiers et rendez-vous avec des juges de la famille. Les formulaires, les évaluations psychologiques, les rapports des services sociaux arrivèrent comme des vagues régulières. On mit en place une tutelle provisoire, prévue pour accompagner la transition, et des experts furent mandatés pour évaluer les besoins de Livia et la compatibilité de l'environnement familial. On parla d'un plan éducatif personnalisé pour Daniel, d'un accompagnement pour l'intégration scolaire de la fillette, d'un suivi psychologique pour les 2 enfants. Chaque document signifié était une pierre posée sur un chemin qui promettait d'être long. Il y eut des audiences calmes, parfois tendues. Des représentants des ONG qui avaient vu l'événement au soir du gala se présentèrent, non pour s'opposer, mais pour s'assurer que la procédure respecterait l'intérêt supérieur de l'enfant. Des voisins et des anciens camarades de la rue furent contactés pour témoigner du vécu de Livia, afin que le juge sache d'où elle venait, et surtout qu'elle ne fut pas réduite à une image. Certains propos furent durs, d'autres d'une pudeur touchante. Elle savait quand partir, dit une dame qui l'avait aperçue souvent à la station de bus, et ces mots suffirent à montrer la capacité d'une petite à survivre sans pour autant l'absoudre des conséquences de ce mode de vie. Antonio assuma sa part de procédure avec la même intensité qu'il mettait à la direction d'une entreprise, mais avec une nouveauté. Il écoutait. Les réunions avec les psychologues lui apprirent des termes qui lui étaient étrangers. Attachement sécure, codage sensoriel, stratégie d'apaisement, et il les répétait comme on apprend un nouveau langage. Il accepta que chaque décision soit validée par des experts indépendants. Il accepta aussi de voir son geste scruté et critiqué.
Pour certains, cela ne valait pas l'effort. Pour lui, c'était nécessaire. Pendant ce temps, la vie domestique devint une succession d'étapes imprévues. La présence de Livia imposa des réajustements. Elle refusait parfois les repas, préférait le parc au salon, s'accrochait à ses habitudes de la rue comme on conserverait un trésor. Les employés de la maison eurent besoin d'être formés, non pas à la pitié, mais au respect. Apprendre à poser une question sans écraser, à offrir un choix et accepter qu'il soit refusé, à lire un silence non comme une blessure, mais comme un espace à habiter. Martha, la jeune secrétaire, joua ce rôle de médiatrice avec une élégance discrète. Elle ne donna pas de leçons. Elle racontait son propre parcours, rendait visible qu'il existait d'autres trajectoires sans en faire une morale. Les spécialistes introduisirent progressivement des routines pour Daniel et pour Livia. La maison fut adaptée, non pour fabriquer un sanctuaire aseptisé, mais pour réduire les frictions. Coin calme, textures apaisantes, un coin musique où Daniel pouvait s'installer sans être dérangé. On installa une petite boîte colorée, un objet symbolique inspiré d'un jouet qu'il avait aimé, contenant des images séquentielles pour l'aider à anticiper la journée. On réserva un petit atelier de dessin avec des crayons épais et du papier de belle qualité, pour que le carnet de Livia change de peau sans renier son histoire. La presse, impitoyable et constamment affamée, chercha à transformer tout cela en narrative simple, héros ou opportuniste. Mais l'action concrète d'Antonio, embaucher des éducateurs, financer des places en centres spécialisés, inviter des organismes indépendants à superviser les parcours, permit d'apaiser les critiques les plus virulentes. Parfois, il dut accepter des interviews où il se plia au jeu des questions. Souvent, il préféra écouter. La volonté qu'il manifesta de lier son engagement à des institutions éprouvées finit par convaincre une partie des sceptiques. Il ne s'agissait pas d'un coup d'éclat isolé, mais du lancement d'un projet plus vaste. C'est ainsi qu'est née, quelques mois plus tard, la Fondation Deux Mondes. Le nom n'était pas choisi pour opposer, mais pour relier. Deux mondes qui se croisent, s'apprennent, s'enrichissent. Le conseil d'administration fut composé de personnes aux profils variés, professionnels de l'enfance, représentants d'ONG locales, éducateurs, une experte en inclusion scolaire et volontairement 2 personnes ayant vécu la rue. Antonio fit un pas en arrière sur certaines décisions, acceptant que la légitimité du projet passe par des voies autres que la sienne. Martha fut invitée à siéger comme représentante des équipes de terrain. Vicente, toujours dans l'ombre juridique, veilla à la conformité des dispositifs. Le projet se fixa des priorités claires. Un centre d'inclusion artistique, des ateliers de rue pour toucher ceux que l'on ne rencontre pas dans les bureaux, des parcours d'accompagnement éducatif pour les enfants vulnérables et un programme spécifique pour les enfants avec des troubles du neurodéveloppement. Les premiers locaux furent modestes. Un bâtiment réaménagé, quelques salles, un petit jardin, mais l'ambition était de créer un modèle reproductible, adapté aux réalités locales et centré sur la dignité des enfants. L'intégration de la communauté fut un défi majeur. Certains défenseurs des droits de l'enfance mirent en garde contre la tendance à paternaliser. D'autres craignirent que l'accès au centre se transforme en privilège. Pour répondre à cela, la Fondation mit en place des critères transparents d'inscription, des partenariats avec des associations de terrain et un dispositif de représentation communautaire au Conseil. On organisa des réunions ouvertes, des ateliers participatifs, où les familles, les anciens enfants de la rue et les éducateurs proposèrent ce qui, selon eux, conviendrait le mieux. Le message devint: ce centre n'est pas un don du haut, mais un espace construit avec ceux pour qui il est destiné. Livia déjà trouva sa place en ces lieux. Elle n'accepta pas d'être une figure symbolique. Elle participa à sa façon aux ateliers. Elle enseigna, sans le savoir, des gestes de survie urbain à des enfants qui n'avaient jamais quitté leur quartier et prit part à des chorégraphies improvisées qui mêlaient ses mouvements appris dans la rue à la discipline du studio. Sa pulséra, portée encore aux premières années, devint un artefact que certains jeunes vinrent toucher avec respect.
Elle remit parfois ce bracelet à un ami dans le besoin, non par pitié, mais comme on passe un outil de lien. Le travail sur Daniel demanda du temps et de la patience. Les progrès furent réels, mais graduels. L'orthophoniste nota des évolutions dans la modulation de la voix et l'usage des pronoms. Les sessions sensorielles permirent à Daniel de mieux tolérer certains bruits et textures, et les activités musicales révélèrent un intérêt particulier. La musique calmait, et parfois elle faisait naître une expression que la parole ne trouvait pas encore. Personne ne parla de transformation miraculeuse. Les spécialistes prisaient davantage les petites victoires, un regard soutenu plus longtemps, un geste partagé sans peur, un premier mot adressé à quelqu'un d'autre. Les contradictions sociales affleurèrent néanmoins. Certains opposants politiques cherchèrent à récupérer l'affaire pour critiquer les institutions. Voilà ce que fait la richesse, disait-il, pour mieux pointer ceux qui vivent dans l'exclusion. D'autres tentèrent d'en faire un levier de campagne. Antonio reçut des propositions de collaboration, mais aussi des offres troubles. Il choisit de répondre par la transparence. Comptes audités, partenariat public signé, invitation aux représentants locaux à participer. C'est cette attitude, plus que les discours, qui finit par convaincre la plupart. À la maison, la dynamique familiale continua d'évoluer avec lenteur et authenticité. Les repas se firent moins cérémonieux. On permit aux enfants d'avoir leurs espaces et leurs rituels. Daniel développa des séquences de jeux qu'il partageait parfois avec Livia. Un rituel de tam-tam sur une vieille boîte, une mélodie apprise au piano. Ils créèrent ensemble un petit rituel du soir. Chacun racontait quelque chose qu'il avait vu pendant la journée. Les mots n'étaient pas toujours clairs, mais l'effort de nommer signa une nouvelle manière d'être au monde. Il y eut aussi des tensions. Des membres du personnel se sentaient dépossédés d'un luxe d'intimité qu'ils avaient auparavant. Des amis d'Antonio, embarrassés par la médiatisation, se retirèrent. Antonio dut affronter des conseils d'administration, expliquer pourquoi il investissait autant dans un projet social, défendre l'idée que le pouvoir engage des responsabilités. Il fit face à la distance de certains de ses associés, et c'est dans ces frictions qu'il apprit la constance. Agir malgré l'adversité, non pour l'image, mais parce que la dignité exige des actes. Le centre de monde devint progressivement un espace vivant. Les ateliers de théâtre utilisèrent la même philosophie qui avait fait vibrer la piste du gala, créer des situations où l'on pouvait répondre l'un à l'autre sans forcer la parole, écouter les corps, valider les répétitions. Des danseurs furent embauchés pour travailler avec des jeunes de la rue et avec des enfants ayant des troubles du spectre autistique. Ils apprirent à adapter des consignes, à segmenter les apprentissages, à valoriser l'effort plutôt que la performance immédiate. Les premières représentations furent modestes, offertes au public local, loin des flashs des grands hôtels. Mais elles posèrent une pierre essentielle, celle de la visibilité. La visibilité engendra des responsabilités nouvelles. Dans une interview mal cadrée, un journaliste suggéra que la Fondation cherchait à redorer l'image d'Antonio. La phrase, sortie de son contexte, fit le tour des réseaux et attira de nouvelles critiques. Pour contrer les faits, la Fondation publia un rapport de transparence, organisa des visites publiques, invita des auditeurs indépendants à évaluer les projets. Ces gestes, parfois coûteux en temps et en énergie, consolidèrent la crédibilité du centre. Le point le plus délicat resta la relation avec la communauté d'origine de Livia. Plusieurs personnes de la rue dirent qu'on leur avait pris une des leurs, sans leur demander leur avis. C'était une blessure réelle. Pour apaiser, la Fondation développa un programme de rue dédié aux familles et aux jeunes non scolarisés, qui venaient là où les personnes se trouvaient, avec des actions concrètes, distribution de repas chauds, ateliers de réparation et de couture, pour rendre des services commerciaux, formation courte et accès à des conseillers sociaux. On embaucha plusieurs anciens jeunes de la rue comme médiateurs. Leur présence rappela que l'aide devait venir avec respect et non avec supériorité. Avec le temps, la relation entre la Fondation et le quartier se transforma en une collaboration. On organisa des fêtes de quartier où les habitants présentèrent leur savoir, cuisine,
art, artisanat. On créa un petit fonds d'appui pour des micro-projets locaux. Ce lien renoua avec l'idée que l'intervention d'un riche ne vaut que si elle s'appuie sur l'autonomie des acteurs locaux. Les années passèrent. Les progrès de Daniel, les petits succès de la Fondation, les parcours de jeunes aidés, tout cela se mêla en une histoire collective. On vit des enfants apprendre à lire, d'autres trouver une voie professionnelle, certains commencer des études. La Fondation n'effaça pas les inégalités, elle ne les résolut pas non plus, elle proposa des réponses que la bienveillance seule ne peut garantir, structure, savoir, outils concrets. Au fil des années, les médias continuèrent à s'intéresser parfois à l'histoire, mais elle trouva aussi un rythme propre, loin des fluctuations de la une. Antonio, qui avait d'abord cherché la lumière, apprit à savourer l'anonymat des ateliers. Il venait parfois sans faire grand bruit, s'asseyant dans la salle pour regarder un cours de danse, tenant la boîte colorée des petits joueurs entre ses mains. Il se reconnut dans la vulnérabilité d'un homme qui ne sait plus tout contrôler et qui s'en trouve plus vivant. La relation entre Daniel et Livia se transforma d'une manière subtile et profonde. Ils devinrent complices, pas fusionnels. Daniel apprit à demander de l'aide, à poser des mots sur des états et surtout à partager des projets. À l'adolescence, il entra dans un programme d'éducation adapté, puis fut accompagné vers un parcours qui mêlait musique et formation professionnelle. Sa trajectoire n'était pas celle d'un enfant guéri, mais celle d'un jeune qui avait trouvé des appuis pour développer ses compétences. Il participa à des séances de création musicale au centre, où il trouva dans le rythme un moyen de communiquer. Livia, de son côté, s'orienta vers la danse comme pratique et comme métier. Sa sensibilité propre, celle qui l'avait conduit à survivre dans la rue, se transforma en un langage artistique. Elle comprit très tôt que la danse pouvait être une façon de raconter sans imposer les mots, de créer des ponts entre ceux qui n'avaient pas appris à se parler. Elle accepta des formations, puis commença à diriger des ateliers permettant à des jeunes vulnérables de se confronter à la scène dans un environnement sécurisant. Il y eut des moments où tout sembla vaciller. Une crise politique locale mit la Fondation sous pression, des subventions furent retardées, des employés partirent. Un scandale médiatique sur une procédure passée, mal expliquée, relança des accusations d'opportunisme. Antonio dut se défendre publiquement, parfois avec colère, parfois avec lassitude. Mais la cohérence des actions tenait bon, rapports transparents, contrôle externe, témoignages d'enfants et de familles. Peu à peu, l'opinion se modéra, et la valeur du travail sur le terrain reprit le dessus. 9 ans après la nuit du gala, le centre organisa une représentation anniversaire, une soirée qui devait marquer ce passage du geste à la structure durable. La salle était modeste mais pleine, famille, anciens enfants de la rue, voisins, sponsors, membres de la fondation, journalistes. On avait choisi de ne pas transformer l'événement en gala de luxe. Il devait rester fidèle à l'esprit qu'il avait fondé. La représentation mêlait musique, danse et témoignages. On y voyait des séquences conçues par des jeunes du centre, mêlant styles urbains et formes classiques, influencés par les récits de vie. La scène fut d'abord animée par un petit groupe de percussionnistes, puis vint une pièce où des enfants autistes interagissaient avec des danseurs professionnels. La manière dont les corps se répondaient en silence, en gestes partagés, révélait ce que la parole seule ne sait pas toujours dire. Alors que les applaudissements retentissaient, on appela sur scène une jeune femme que tout le monde connaissait sous le nom de Livia. Elle était devenue adulte. Ses traits portaient encore la marque de l'enfance, mais aussi la fermeté de celle qui a choisi la route. Elle se tenait droite, vêtue modestement, avec une écharpe qui rappelait la pulséra des premières années. Elle n'était ni émotive à l'excès, ni distante. Sa voix claire prit la salle. « Il y a eu une nuit où quelqu'un a tendu la main, dit-elle. Ce geste a ouvert une porte, mais ce qui l'a suivi, ce sont des gens qui ont décidé de continuer. Nous sommes ici parce que des personnes ont travaillé longtemps, parfois sans la lumière.
Ce que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas pour nous rendre admirables, c'est pour que les autres puissent venir et trouver, à leur tour, un espace. Elle nomma quelques personnes, remercia sans grandiloquence et évoqua la pulséra qu'elle avait apportée. Elle la tendit à un jeune qui avait grandi dans le centre et qui, tombé dans la rue, avait réussi à revenir. Ce passage de l'objet simple scella une promesse, la mémoire d'un chemin partagé. Daniel apparut ensuite, non pour prononcer un long discours, il préférait le piano, mais pour jouer une courte pièce qu'il avait apprise à l'atelier. Ses mains tremblaient légèrement, puis se firent sûres. La musique emplissait la salle d'une émotion sans pathos. Les notes n'étaient pas réductrices, elles disaient la présence d'un jeune qui avait trouvé une voie d'expression. Les larmes furent justes. Les applaudissements, cette fois, étaient pour un collectif. Après la représentation, il y eut des moments de retrouvailles. Des anciens de la rue vinrent serrer la main de ceux qui les avaient aidés. Des familles échangèrent des conseils. Des voisins demandèrent comment soutenir les ateliers. La soirée ne fut pas un triomphe spectaculaire. Elle fut plutôt la confirmation d'un fait simple. La constance produit des effets. En coulisses, Antonio regardait, absorbé. Il n'était plus l'homme qui, quelques années auparavant, avait prononcé une phrase sous les projecteurs pour bouleverser une salle. Il était un père dans un sens différent, attentif aux détails, aux personnes qui travaillèrent au quotidien. Il évitait les discours grandiloquents. Il écoutait. Son regard rencontra celui de Livia, et ils sourirent, non d'une fierté possessive, mais d'une reconnaissance mutuelle. Le geste qui avait tout changé en une seconde avait trouvé son lieu de dépôt. Des vies transformées par le temps, par le travail, par la confiance. Dans les mois qui suivirent, la fondation s'agrandit avec prudence. Des partenariats scolaires furent signés pour permettre une scolarisation adaptée, des bourses furent offertes et des petits projets locaux reçurent des soutiens. Le centre devint un exemple cité comme un modèle de collaboration entre milieux privés, ONG et communautés. On n'effaça pas les inégalités, mais on montra qu'il était possible de construire des réponses humaines et ancrées. Livia devint, quelques années plus tard, directrice artistique du centre. Son rôle consistait à créer des programmes de danse inclusifs, à former des jeunes issus de la rue et des professionnels à défendre une pédagogie qui respectait les parcours. Elle refusa de faire de la fondation un tremplin pour une carrière personnelle. Au contraire, elle fit de son parcours un instrument pour que d'autres trouvent leur voie. Daniel s'orienta vers un projet musical partagé, travaillant comme intervenant aux ateliers, aidant d'autres enfants à trouver des sons et des gestes pour communiquer. Il ne reniait rien de son histoire. Il la portait comme une matrice d'expérience. Sa famille, complexe et souvent résiliente, apprit à ne pas se réduire à une image médiatique. Les liens furent tissés dans le quotidien, à coups de petites victoires et de soutien discret. Il y eut des échecs aussi, des projets qui ne trouvèrent pas de financement, des jeunes qui repartirent dans la rue malgré l'accompagnement, des disputes internes. Mais l'institution apprit à capitaliser sur ses erreurs, à mettre en place des mécanismes de feedback, à laisser les processus évoluer. On garda une grande vigilance pour que les voix des personnes concernées restent au centre des décisions. La mémoire de la nuit du gala resta, tout au long, une scène phonatrice, mais non une légende. On en parla parfois dans des interventions publiques, mais toujours avec une nuance. Le geste avait ouvert la possibilité d'un chemin, mais ce chemin ne se parcourait pas seul. Les personnes qui avaient été impliquées répétèrent souvent la même phrase. On n'a pas sauvé des vies d'un coup, on a construit des chemins possibles. Sur un plan plus large, l'exemple inspira d'autres initiatives municipales et privées. Des collectifs reprirent la méthode participative de la Fondation pour construire des dispositifs qui associent les personnes concernées aux décisions. La reconnaissance publique vint, mais la Fondation resta vigilante. Elle refusa certains financements qui auraient compromis son indépendance et privilégia les partenariats qui respectaient la dignité des bénéficiaires.
Les débats publics sur la place du privé dans l'accompagnement des enfants vulnérables restèrent vifs. Certains soulignèrent que la volonté individuelle ne doit pas remplacer la responsabilité de l'État. D'autres rappelèrent que le geste privé peut servir de levier pour mobiliser et inventer des dispositifs complémentaires. La complexité de ces enjeux fut toujours reconnue par la Fondation. Personne n'affirmait détenir la vérité. Mais l'effort était là. Parmi les figures nouvelles apparut Rafaela, une adolescente qui avait trouvé au centre une possibilité de reprendre ses études et qui, plus tard, devint coordinatrice d'un programme de mentorat. Elle symbolisait la circularité de l'action. Ceux qui sont aidés deviennent des acteurs du changement. Elle-même, en parlant devant une classe, racontait comment un dessin qu'elle avait fait dans un atelier l'avait aidé à refaire le premier pas vers la confiance. La ville, plus compréhensive, n'était pas miraculeusement transformée, mais certains indicateurs montrèrent des améliorations, moins d'enfants non scolarisés, plus d'accès à des dispositifs d'accompagnement, une plus grande participation des familles aux projets éducatifs. Ces chiffres n'épuisent pas le sens de la transformation. Ce qui comptait, en fin de compte, c'était la possibilité pour des personnes de vivre avec plus d'autonomie, de dignité et d'options. Enfin, dans un geste symbolique mais chargé de sens, la première page du carnet où Livia avait dessiné la scène du piano fut encadrée et exposée dans le hall du centre. Ce dessin restait simple. 2 mains jointes, une lumière, un coin de piano. Personne n'y trouva de miracle, mais tous reconnurent l'essence d'un début. Une rencontre inattendue, une main tendue, et la décision de ne pas laisser cet instant se dissoudre dans le bruit. Les proches qui avaient assisté à la première nuit racontèrent parfois, avec émotion, ces premiers instants. Les récits ne cherchèrent pas à embellir. Ils gardaient les ombres, les résistances, la douleur, les erreurs. Et c'est peut-être la plus grande leçon, que la transformation sociale ne s'écrit pas en ligne droite, mais en chemin chaotique, fait d'efforts répétés et d'alliances renouvelées. La dernière image de cette histoire fut simple. Une salle petite mais pleine, des enfants qui rient, des parents qui discutent, des anciens de la rue qui proposent des cours, un piano qui joue des mélodies imparfaites et sincères. La pulsera, posée dans une vitrine modeste, rappelle une origine. Le carnet expose l'histoire. Et, au milieu de tout ça, des vies qui s'inscrivent dans la durée. Si la nuit du gala a tout changé en une seconde, c'est parce qu'elle a permis de commencer un travail patient et collectif. Ce n'était pas une relecture manichéenne du monde. Il y avait des critiques légitimes, des erreurs, des dilemmes, mais une démonstration qu'une décision humaine, prolongée par des actions cohérentes, peut créer des possibilités pour d'autres. Si cette histoire vous parle, partagez-la avec quelqu'un qui croit encore que le changement est possible. Informez-vous sur l'autisme avec des sources fiables et soutenez les associations locales qui font le travail de proximité. Abonnez-vous pour découvrir d'autres récits où des gestes simples engendrent des transformations durables.